don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Flore Deshaies, bienvenue au podcast. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. On se connaît à travers différentes personnes, Frédéric Garçon, Ahmed Abida, puis qui m'a dit, qui m'a parlé de toi chaleureusement, justement, tu devrais inviter Flore. Puis j'ai dit, ben écoute, c'est déjà fait, on a fait notre meeting préparatoire, puis on a notre enregistrement aujourd'hui. Fait qu'il était surpris, puis ça a été une belle rencontre, justement, Ahmed. Tu peux sentir les personnes qui sont authentiques, qui sont bienveillantes. Fait que Flore, parle-moi un petit peu plus de toi, ton background. Puis après, on va tomber un petit peu plus dans ta clinique. My God, on pourrait... Par où est-ce qu'on commence? Début, la naissance. Non, mais parce que ma trajectoire n'a pas été très linéaire. Puis je pense qu'il y a plusieurs... c'est pas je pense, mais ma réalité, c'est aussi d'avoir plusieurs cultures qui vivent à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que... au final, la question de « parle-moi de toi », c'est toujours très, je dirais, très impressionnant, finalement. OK. Mais oui, allons-y. J'aime bien plonger dans, des fois, les prises de risque comme ça. Mais le background, écoute, j'ai envie de te dire... déjà, ça fait 7 ans que je suis au Québec. Ouais. Puis ça va faire à peu près 2 années que j'ai... développer la clinique Inflorescence. Donc, je suis entrepreneuse, c'est ça, depuis, on va dire, 2023. Ouais. Avant ça, j'ai travaillé en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Donc, j'ai été formée en travail social. J'ai travaillé aussi au Brésil. J'ai eu aussi des mandats en Afrique. Et donc, je suis arrivée au Canada en 2018. Je me suis installée ici à Montréal. Et très vite, je suis montée travailler dans le Nord, au Nunavik, donc chez les Inuits. C'est, ouais. Grande expérience qui m'a apporté beaucoup d'humilité puis de compréhension du territoire sur lequel je vis. On en a parlé un petit peu avant ensemble, mais... Wow. Et puis, c'est ça, quand je suis sortie de cette expérience nordique, comme travailleuse sociale dans un centre de santé, dans une petite communauté inuite, je pensais, en revenant à Montréal, j'avais quand même en tête, en venant en fait au Canada, j'avais quand même en tête d'entreprendre. C'est l'idée principale? Quand même, okay. Ouais. Okay. Je savais que d'où je viens, c'est un peu plus difficile. Le contexte ne permet pas autant de liberté pour entreprendre. Et je me sentais un peu coincée. Puis je me suis dit, bon, je vais aller, je m'en vais tester le Canada. Puis aussi dans ma sphère de travail, au Québec, mettons, au Canada, mais au Québec particulièrement, on vous voit beaucoup, on vous regarde beaucoup comme une société très avant-gardiste, peut-être aussi plus préventive, plutôt que d'éteindre des feux. Ceci dit, depuis que je suis là, je confirme que ce n'est pas forcément le cas. Mais, ça, c'est la perception des Français. C'est la perception de l'Europe, effectivement, on va dire des Français, sur l'univers du social, santé et services sociaux au Canada. OK, au Canada, je voilà. comprends. Au Québec, plus précisément, excuse-moi. Ouais, non, mais peu importe, là, je veux dire. Puis quand je suis... Donc, c'est un peu ça qui m'a amenée ici. Puis plus particulièrement, tu sais, quand tu travailles dans la relation d'aide, il y a comme une relation un peu dominant-dominé. Tu es la personne qui a la possibilité de donner de l'aide, du support, aussi des papiers, parce que j'ai travaillé avec en tout cas avec des populations migrantes en France. Et je m'interrogeais beaucoup sur... mais c'est quoi faire du travail social dans une culture qui n'est pas la mienne? Parce qu'au final, ma culture dominante en France, des fois, je me trouvais un peu écrasante dans justement cette relation de soutien. Et j'avais envie de comprendre un peu mieux, peut-être qu'il faudrait que j'aille me challenger dans mes pratiques de travail social pour encore mieux accompagner. Donc, c'est ça qui m'a amenée jusqu'ici. Et plus précisément, c'est aussi ça qui m'a amenée en territoire autochtone. Oui. J'ai envie de dire en terre autochtone, parce que territoire, ça implique des frontières, et je crois que on peut pas c'est penser... péjoratif quand on le regarde un peu. Au final, un peu quand même, ouais. Alors que terre, on parle de terre, le concept est différent. Oui. Et puis j'imaginais, en bonne... française qui arrive en PVT ici, tu as seulement 2 ans pour faire ce que tu as envie
d'exercer en tout cas au Québec. Je m'étais dit, dans mes 2 années, je vais travailler 1 année à Montréal, puis une 2e année dans le Nord. Puis avec ça, je vais probablement revenir en France et avec cette idée de quand même développer de l'entrepreneuriat, j'imaginais que je serais peut-être un peu plus armée pour l'entrepreneuriat français en France. Puis finalement, au bout de 6 mois ici, je suis montée travailler au Nord et puis j'ai très vite compris que ça n'allait pas me prendre 1 an pour comprendre la réalité du Québec, la réalité des Premières Nations et Inuits, puis que ça allait me prendre un peu de temps finalement. Et donc, j'étais prête à prolonger mon visa. Finalement, je suis restée 4 ans au Nord. Aujourd'hui, je suis encore en lien toujours avec le Nunavik pour certains projets. Et puis, c'est ça, finalement, j'ai obtenu ma résidence permanente. Et en 2023, j'ai arrêté progressivement d'aller au Nunavik, puis je me suis ancrée à Montréal. Puis c'est là qu'est né le projet de la clinique, finalement, Inflorescence. Fait que c'est pas mal ça, mon parcours. Écoute, il y a plusieurs choses que je veux décortiquer qui est vraiment intéressante, mais parlons du transfert de la France au Québec. Ouais. Culturellement, entrepreneurialement, je suis vraiment curieux. Tu disais que c'est peut-être plus enclin aussi au Canada, au Québec, de se lancer en affaires. C'était vraiment le but quand tu es venu ici de bâtir quelque chose. Pourquoi ne pas commencer ce parcours-là ou de l'avoir fait en France initialement? Y avait-tu des enjeux par rapport à ça? Oui. En fait, dans ma sphère de travail, on va dire santé et services sociaux, on est dans un État très providentiel en France. C'est-à-dire que l'État va fournir le support, le soutien, l'aide nécessaire. On n'a pas cette culture de la privatisation de la santé et des services psychosociaux en France. Okay. Donc, déjà, de base, on part avec une certaine difficulté insinueuse, un peu, tu sais, comme tu vas entreprendre en santé, puis dans le social, mais ça veut dire faire payer des services. Là, donc, en tout cas, monter une affaire. Fait que je savais que ça allait être plus difficile. Puis il y a aussi d'autres enjeux au niveau de l'entrepreneuriat. Ici, il y a beaucoup de soutien, là, comme j'ai vraiment été très soutenue pour le lancement, le démarrage de la clinique, notamment par Futurpreneur, des groupes de co-développement d'entrepreneuses femmes avec Desjardins. Il y a plein de réseaux de networking qu'on peut faire. Je me sens pas seule dans mon parcours entrepreneurial et j'adore, en tout cas. C'est le fun. Il y a un bel accompagnement qui est offert. Oui. Puis je pense qu'aujourd'hui, en France, probablement plus qu'avant, plus que quand j'ai quitté, en tout cas. Fait que c'est ça, effectivement, je dirais que je me sens bien dans ce que je fais ici. Je me sens à ma place. Puis j'apprécie oui, c'est pas facile, on s'en reparlera. C'est pas simple d'entreprendre, mais en tout cas, je me sens pas mal comme j'aurais pu me sentir en France ou en difficulté d'entreprendre dans la santé mentale et le bien-être ici. Oui, bien, je pense précisément, puis c'est une question que je pose quasiment à chaque fois que je passe en entrevue justement un entrepreneur ou un entrepreneur initialement français qui est venu au Québec. Ça peut être un clash aussi culturel, mais c'est juste la vision des gens alentour de toi, disons tes parents ou tes amis en France, qui te voient, c'est comme tu veux te lancer en affaires, c'est comme c'est pas stable, tu veux d'aller te chercher un travail, c'est comme ça vaut pas la peine de mettre l'effort là-dedans. Oui. C'est un peu ça, j'imagine? Ouais. J'ai un peu de... j'ai de la matière là-dedans. Ah, OK. La vision des autres par rapport à toi. Dans c'est-à-dire que, écoute, en France, ou peut-être même dans certains autres pays d'Europe, l'Europe est vieille. C'est pas négatif ce que je dis, mais elle est aussi assise sur ses principes un peu. Puis ici, les gens, l'histoire de l'immigration ici, c'est l'histoire du rêve américain de je vais faire ce que je ne peux pas vraiment faire en Europe, je vais le faire ailleurs, ça va me donner la possibilité, la liberté de vivre ce que j'ai besoin de vivre. Puis peut-être que les besoins d'aujourd'hui n'étaient vraiment pas les mêmes qu'avant. D'ailleurs, très intéressant, le musée de l'immigration à New York en parle très bien. On peut, il retrace vraiment toute l'histoire de l'immigration nord-américaine. Cool. Puis il y a plein de choses qui s'articulent entre l'Europe et l'Amérique du Nord que j'avais pas compris, mais que j'ai compris dans ce musée-là. C'est bien,
Vraiment. Mais par contre, ici, donc c'est ça, tu te lances en affaires en France. Moi, les premières choses d'abord dans mon cercle concentrique très proche, on va dire, c'était comme, tout de suite, on pense à l'échec, on pense à la prise de risque. C'est comme, là, si ça se passe mal, tu vas faire quoi? Alors qu'ici, tu te lances en affaires, c'est waouh, t'es courageuse. Ah ouais, super. Vraiment, comme je te souhaite le meilleur. Puis s'il y a un échec, quelque chose qui serait vécu comme un échec en Europe ou en France, ici, à l'inverse, c'est comme, t'auras essayé, puis t'auras gagné en expérience et en compétences. Puis c'est correct de faire autre chose. Tu veux fermer ton entreprise? Tu veux faire autre chose, oui, tu sais, comme... OK, écoute, dans la mentalité, spécial, il y a un clash, vraiment différent. Ouais. C'est vrai, il y a ce discours-là de essaye-le, c'est super bien, puis dans le pire des cas, si ça fonctionne pas, tu fermes l'entreprise, mais au moins tu as appris de ça, c'est une belle expérience, puis tu vas sortir des statistiques des gens qui, j'arrête donc du, j'arrête, tu sais. Essaye-le, là, surtout quand on est dans la vingtaine, tu sais, comme quand on est jeune, c'est le bon moment pour... essayer des choses, puis d'arrêter de se baser sur le jugement des autres. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait partir pendant un bon bout. Et je suis curieux, Coq-à-l'âne, quand tu as passé 4 ans à Nunavik, c'est quoi la réalité des gens qui vivent là, justement des Autochtones? C'est quoi leur réalité? Très, très, très différent d'ici, du fait de l'isolement géographique, mais aussi du fait de l'histoire, du passé colonial. C'est sûr qu'ils ont nettement moins accès à tous les services qu'on peut avoir en santé et psychosociaux que nous, et puis aussi d'autres réalités, le travail, ne serait-ce que les infrastructures. Ça manque cruellement d'infrastructures. Il y a des gros problèmes de logement aussi. Fait que c'est une triste réalité sociétale, on va dire, comparée à chez nous. Par contre, j'ai beaucoup appris. Et aussi, ce sont des cultures que j'ai envie de nommer fortes, en fait, résilientes. Et même avant d'être résiliente, j'ai même pas le mot pour décrire à quel point je suis honorée d'avoir fréquenté la culture inuite de si près et d'avoir énormément compris, plus que mon rôle de travailleuse sociale, en fait, mais c'est quoi être humain sur Terre, c'est quoi être humain dans son environnement, c'est quoi être humain dans un écosystème, puis quelle place j'ai là-dedans, avec aussi bien le végétal, les animaux, la nature, et puis comment est-ce que je bouge là-dedans, qu'est-ce que j'en fais, à quel point je peux être réceptif, puis en même temps, à quel point je comprends la nécessité de respecter les cycles. Et là, je parle ça peut être des saisons, entre autres, mais aussi les migrations d'animaux qui bougent aussi en fonction des saisons. Mais ça m'a apporté une grande conscience de la place de l'humain sur cette planète. Puis aujourd'hui, ça influence clairement comment je dirais, les valeurs, le positionnement de la clinique. Si je l'ai appelé en florescence, c'est vraiment parce que j'aime cette idée de fleurir, de nature. Et pour moi, la nature est une grande alliée d'en prendre soin de sa santé mentale, pour prendre soin de sa santé mentale et son bien-être. Et c'est au cœur du projet d'inflorescence. Puis en ayant vécu 4 ans, là, qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi? Mes privilèges, d'être blanche, d'être d'une culture, d'être de la culture occidentale, qui est une culture dominante, une culture... je dirais vraiment, j'ai pris conscience de mes privilèges, de tout ce à quoi j'ai accès, que eux n'ont pas accès. Ça m'a beaucoup remise en question, puis en même temps, ça m'a forgé sur c'est quoi se réconcilier aujourd'hui, et qu'avant de se réconcilier, peut-être qu'il faudrait reconnaître ce qui s'est passé. Puis après ça, peut-être on pourrait parler de réconciliation. Mais à mettre en conscience, décristalliser nos stéréotypes, nos stigmas sur l'histoire des Premières Nations et Inuits. Puis encore là, je connais que très peu de choses. En fait, plus j'ai avancé avec eux et plus j'ai compris que je connaissais pas grand-chose de leur réalité. Exact. C'est tellement plus de... Oui, ça apporte vraiment beaucoup d'humilité, en tout cas. Wow. Ça a dû être une expérience marquante là, dans ton parcours. Oui, vraiment. Clairement, là, je veux dire, mais c'est intéressant. Puis, parle-moi justement quand tu es revenu à Montréal.
partir de la clinique. Ça fait 7 ans maintenant, clinique Inflorescence. Fait que, parle-moi un petit peu plus de tes services concrètement. Qu'est-ce que vous offrez aux membres? Alors, rien à voir avec ce que j'ai pu vivre au Nord, mais j'avais en tête donc ce projet de créer une structure où on puisse avoir la possibilité de rendre fertiles des projets. Je trouvais que dans dans mon parcours, qui était quand même très relié à le service public, on va dire, puis le communautaire aussi. Mais des fois, ça manquait un peu de flexibilité dans la possibilité de monter des projets. Puis je suis clairement une fille de projet. Et as-tu un exemple dans le sens que tu travaillais dans le communautaire puis tu proposais des idées? Oui. C'était pas toujours... Il y a peut-être une question de budget, j'imagine, ou de temps, ou peu importe. Oui, de temps, de budget, de système organisationnel. Littéralement, de décisions qui prennent du temps à arriver. Puis donc, c'est vrai que si on reprend un exemple, effectivement, au Nord, par exemple, j'ai travaillé à développer un projet de prévention suicide pour les jeunes. Puis l'idée, c'était d'aller toucher ces jeunes-là dans le sens qu'ils viennent pas au bureau nous voir. Déjà, pour multiples raisons, ne serait-ce qu'on est de 2 cultures différentes, puis qu'en plus, notre système d'accompagnement, c'est une chaise, un bureau, puis la personne derrière. Mais en l'occurrence, c'est pas du tout la manière dont eux connectent avec les autres. Ça peut être intimidant, là, exact. Exact. Donc, on s'est dit, là, ça serait de sortir notre expertise du bureau, puis d'aller à la rencontre dans la communauté de ces jeunes-là. Donc, pour ça, c'était de monter un projet communautaire. Et j'ai utilisé le skateboard comme outil de travail pour vraiment... on a monté un petit club de skate qui nous permettait en fait de toucher ces jeunes-là et puis et de faire de la prévention, santé mentale jeunesse, prévention suicide, en l'occurrence pendant ces workshops ou ces ateliers de skate qu'on faisait. Mais on l'a mis en place, mais c'était pas si simple. Puis donc voilà, quand j'ai vu les difficultés que ça prenait. Entre autres, pas que ça, mais dans d'autres endroits, où la longueur, en fait, le temps que ça prend des fois pour monter des projets. Administratif, bureaucratique, ces délais-là qui étaient comme, on peut le faire beaucoup plus rapidement que ça. Voilà. Donc là, je me suis dit, peut-être que je rêve un peu trop, peut-être, mais pourquoi pas monter la structure qui permettrait d'aller de l'avant sur des projets qui donnent du sens à ce qu'on fait, qui contribue à un meilleur vivre ensemble. Fait que, donc, au final, dans la clinique, il y a 2 volets de service. Il y a un volet d'accompagnement psychosocial individuel, relation d'aide. Donc, les personnes peuvent, mettons, tu voudrais consulter, recevoir de l'aide, du soutien. Bon, là, tu passes par ce service-là. Et on a développé aussi un service plus d'ateliers, workshops, sensibilisation et promotion de la santé mentale en entreprise. Entreprise, PME principalement et organismes communautaires. Et donc là, pourquoi j'ai monté ces 2 projets-là dans la clinique? Parce que ça représente vraiment ma vision. Je crois très fort que l'individu vient nourrir le groupe et en même temps, le groupe supporte l'individu. Alors, j'avais envie d'offrir 2 volets de service. Un volet plus accompagnement individuel et un volet plus intervention de groupe collectif. Parce que, oui, je crois très fort au collectif quand même. Puis c'était comme, la clinique, ça va être prendre soin des autres de ces 2 manières-là. De manière individuelle, puis aussi en groupe. D'utiliser la force du groupe. Puis là, c'était dans ma tête, c'était comme, on pourrait toucher des équipes. Et donc, ça nous permettrait, en tout cas, de s'épanouir dans ce qu'on fait. C'est vraiment bien. Avant de tomber justement dans les détails de tes services, la première année de démarrage d'entreprise, ça a été quoi les premiers steps, justement, écoute, bâtir la clientèle, mais faire les approches, je veux dire, c'est pas du cold call. Salut, as-tu besoin d'aide? Ça marche pas. Trouver un espace de bureau aussi, trouver justement, aller chercher des employés, des thérapeutes. Comment fonctionne, qu'est-ce que tu as fait dans ta première année pour développer tout ça? Quelqu'un justement qui aimerait se lancer dans le domaine, comprenne un peu c'est quoi la réalité, là. Oui, mais écoute, moi, j'ai vraiment utilisé mon réseau. On s'entend, de profiter aussi de ton expérience, right? Voilà, c'est ça. Oui. Ça fait sens. J'avais... déjà, j'ai osé sortir de ma zone de confort. J'ai osé aller chercher l'aide dont j'avais besoin. C'est vraiment quelque chose que je recommande, de ne pas rester dans son coin tout seul. Et puis, je me suis mise dans des
comment on peut, dans des organismes qui nous permettent de réseauter. Ouais. Ça m'a beaucoup apporté, effectivement, d'être à la rencontre de d'autres entreprises ou d'autres entrepreneurs. Fait que, ouais, j'ai vraiment utilisé le réseautage pour développer mon réseau à la clinique, en tout cas mon bassin de clientèle, plus aussi aller chercher les professionnels avec qui j'avais envie de travailler. C'est pas mal ça. Okay. Mais toutefois, j'ai construit j'ai créé la clinique à la sortie de la pandémie. Et tu vois, aujourd'hui, en 2025, je dirais on a des ajustements à faire parce que l'étude de marché qu'on avait, elle disait vraiment que 80% des gens préféraient le virtuel que le présentiel. Aujourd'hui, je peux te dire, là, au jour qu'on enregistre aujourd'hui, non, dans mes statistiques, il y a beaucoup de demandes en présentiel. Les gens ont besoin de se rallier, de connecter. Ouais, je suis d'accord. Puis, fait que là, la stratégie qu'on avait mis en place pour 2024-2025, moi, en tout cas, je suis en train de décider avec les bons appuis, là, de peut-être changer certaines directions qu'on prenait. Donc, on va garder l'accompagnement individuel en virtuel. Par contre, on va vraiment développer l'événementiel. On va on va continuer aussi la formule atelier en entreprise, mais il y a un grand besoin des gens aujourd'hui de connecter, puis aussi quelque chose de plus authentique. Pas derrière leur écran. Ils veulent... Dans les demandes, on comprend qu'ils veulent du naturel, de l'authenticité. Bon, ben écoute, c'est pas une carte difficile pour nous à faire en santé mentale. On parle de vulnérabilité quasiment tout le temps. Donc, puis c'est aussi tout notre travail de savoir accueillir l'autre dans ce qu'il est. Donc, oui, on s'en va effectivement développer peut-être un peu plus l'aspect événement ponctuel, mais du présentiel en tout cas. Clairement. Puis c'est une des choses que j'ai décidé de faire pour le podcast aussi dès le début, c'était de faire des entrevues en présentiel. Parce que la connexion n'est pas la même quand on fait des entrevues à distance. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est beaucoup plus humain, authentique. Il y a le contact. Puis on va beaucoup plus deep. Je pense qu'on s'ouvre plus facilement à la personne. Puis je pense que dans ton contexte de la clinique, c'est essentiel. Surtout si on parle de la personne, de la santé mentale aussi. C'est primordial d'avoir cette connexion-là. Fait que est-ce que tu dirais qu'au niveau de la demande de ces gens-là, c'est rendu 50-50 niveau distance présentielle ou même 60-30 ou 60-40? Ça ressemble à quoi un peu les... Oui, dans les statistiques de décembre, on était à peu près à 40, on va dire 50-50, là, si je me souviens. Fou, quand même. Fait il y a des professionnels dans la clinique qui ont un bureau. Mais c'est à réfléchir parce que nous, à la base, on avait décidé de dématérialiser le service d'accompagnement individuel. On ne va pas en bureau. Par contre, oui, on est dans un espace de coworking si on a besoin pour les rencontres avec les entreprises. Mais fait que peut-être qu'il y aurait quelque chose aussi à changer là-dessus. Ceci dit, l'aspect... atelier fonctionne bien aussi chez nous. Les cercles de parole, vraiment le présentiel au final. On va quand même miser gros là-dessus aussi, côté intervention collective. Parlons justement du workshop en entreprise PME. Comment fonctionne justement l'approche santé mentale avec... est-ce que c'est par rapport aux employés, c'est par rapport à des cadres, aux gestionnaires? C'est comme ça ressemble à quoi un peu? Oui, ça dépend de la demande. C'est vraiment important dès le début de comprendre à qui on s'adresse. On travaille beaucoup avec des RH, aussi des consultants EDI, parce que, mine de rien, parler de santé mentale, c'est parler de l'humain. Donc, c'est vraiment important de considérer l'humain dans sa globalité, dans toute son intégrité. Donc, ça veut dire aussi de son identité, de sa culture, peut-être aussi de sa neurodivergence, de ses spécificités physiques. Donc, oui, c'est important de travailler avec les ressources humaines et des fois des consultants aussi en diversité et inclusion. C'est souvent du travail, je dirais, d'équipe avec les ressources humaines. On est aussi beaucoup ici... souvent, les ressources humaines nous disent « on ne sait pas la limite de notre rôle quand il s'agit de proposer de l'aide ». Donc, nous, on est aussi ici en prévention pour expliquer « regarde, les orientations, si ça ne va pas, voici ce qui peut être fait en entreprise ». Puis là, on va travailler à mettre effectivement peut-être... ça peut être
comment on pourrait appeler ça, une sentinelle en santé mentale dans l'équipe, quelqu'un qui peut être une référence quand tu vas pas bien. Ben oui. Voilà, on a désigné quelqu'un à qui tu peux parler. Alors, on ne parle pas de faire de la thérapie ici, mais cette personne-là, peut-être qu'elle peut rapporter ensuite aux ressources humaines qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, c'est de mettre un système en place sécuritaire. C'est de créer des safe space, vraiment. Comme je suis au travail, je passe la plupart de mon temps quand même au travail. Fait que c'est vraiment important d'avoir des milieux de travail sains. En tout cas, on y croit, là. Fait que c'est de s'assurer... Qu'est-ce qui est mis en place qui peut être fonctionnel de sorte que l'employé ou le gestionnaire, le cadre, se sentent bien au travail. Et d'un autre côté, à partir du moment où on sort peut-être des compétences, du champ de compétences des ressources humaines ou qu'on se sent limité, c'est de regarder vers où on peut orienter. Est-ce que l'entreprise a un PAE? Est-ce que l'entreprise a peut-être un partenariat avec des cliniques ou des cabinets de thérapie vers lesquels elles peuvent se diriger? Puis pas que ça aussi, parce qu'il y a des problématiques qui peuvent vraiment être traitées aussi au CLSC ou en centre communautaire. Fait que c'est de créer aussi une base qui permet à l'entreprise d'orienter en cas de besoin. Mais je suis curieux de savoir justement les entreprises, les situations qu'ils peuvent vivre pour ensuite faire un accompagnement ou un workshop avec toi. As-tu un success story que tu pourrais nous partager justement une histoire concrète avec une entreprise? Oui, mais j'en ai deux. Okay, j'en ai une qui est assez intéressante qui est on a retravaillé une politique de harcèlement en entreprise suite à un événement qui s'est déroulé. Puis la politique de harcèlement ne permettait pas de visibiliser ce qui s'était passé, finalement, de donner du crédit à ce qui s'était passé. Fait que ça a été de travailler à refaire les politiques, justement, de prévention harcèlement dans l'entreprise. Ça, c'était vraiment un beau travail qui a été fait avec les RH. Autre chose aussi qui a été fait, qu'est-ce qu'on fait d'un employé qui part en épuisement puis qui revient? Comment est-ce qu'on le réintègre? Donc ça, c'est aussi... C'est pas évident de réintégrer une équipe dans laquelle on a été absent pendant longtemps, on n'a pas suivi tout ce qui s'est passé pendant un moment, puis en même temps, refaire sa place, c'est pas si simple. Fait que c'est de s'assurer aussi de créer justement l'espace sécuritaire. Puis donc là, nous, on est là pour voir, pour évaluer quels sont les besoins de l'employé ou des employés qui ont été absents à un certain moment. Puis, qu'est-ce qu'on peut mettre comme stratégie d'intervention pour s'assurer qu'il va réintégrer déjà une réintégration partielle. C'est sûr que c'est beaucoup plus gagnant que de réintégrer quelqu'un à temps plein d'un coup. Puis, c'est aussi de créer le lien entre l'employé, le gestionnaire et les ressources humaines. Et que l'employé se sente appuyé dans ce qu'il vit, là. Puis si ça va pas, de pouvoir lui dire, regarde, si ça va pas, voici ce que en entreprise on peut faire et voici hors de l'entreprise ce qui peut être proposé, entre autres. Un autre beau, que je pense à un beau suivi, une directrice de centre communautaire qui est venue nous chercher pour nous dire, mon équipe va pas bien, vraiment. Et on aimerait ça, avoir des ateliers où on prend soin de notre santé mentale. Et là, c'est un mandat vraiment juste de... Vraiment, comme c'est un moment qui leur appartient. Donc, on travaille sur poser des limites saines dans sa profession. Comment est-ce qu'on le fait? Il y a des temps pour prendre soin de soi aussi parce que je suis formée en pleine conscience, relaxation, puis... en écothérapie, donc c'est travailler avec la nature comme allié dans l'intervention. Puis on a aussi une prof de yoga dans la clinique. On a du monde complémentaire quand il s'agit d'être... quand même. Oui, c'est bien, vraiment bien. de travailler. La santé mentale et bien-être, c'est quand même différent. Santé mentale, on peut parler aussi de troubles et de maladies mentales. C'est autre chose que juste la santé mentale. C'est une composante de la santé mentale. Ceci dit, instaurer du bien-être au travail, ça contribue à une bonne santé mentale. Donc, c'est important d'être comment dire, complémentaire dans ce qu'on propose.
Ouvert à différentes Oui, exact. solutions. Puis, Ouais. souvent, je dis aux gens, faut arrêter de penser que prendre soin de sa santé mentale, c'est juste ici dans sa tête là. Ça passe par le Exact. corps aussi, les émotions. Fait on va beaucoup dans des pratiques corporelles où vraiment c'est important de se réancrer, de se réenraciner dans ce qu'on vit, de se sentir vivant au travers de son corps, parce qu'il y a énormément de choses qui passent au travers du corps. Donc, oui, c'est aussi de se réapproprier son corps. Et là, je parle de prendre soin de sa santé mentale, mais oui, ça se fait aussi bien dans la tête que dans le cœur et avec son corps. Ouais. Prenons l'exemple, un employé qui vit un épuisement de travail. Est-ce que c'est juste un manque d'alignement avec ce qu'il fait? Est-ce que c'est... On travaille beaucoup, je vois pas vraiment le bienfait de mes durs labeurs. C'est quoi un peu y a-t-il une tangente un peu d'un employé qui vit ça? J'adore cette question parce que je suis formée en travail social. Okay, puis cool. en fait, l'approche du travail social, l'approche systémique qui est l'approche avec laquelle on travaille le plus dans notre sphère, on va dire, dans notre domaine, justement, la systémie, c'est de comprendre le système dans lequel la personne évolue. On parle du système familial, on parle du système... de la sphère du travail, on parle peut-être aussi de son cercle plus serré, ses amis, le cercle social, on va dire. Fait que c'est vraiment de considérer d'un point de vue un peu plus macro, on va dire, la personne, son milieu, dans quoi est-ce qu'elle vit, elle bouge. Puis, on n'a clairement pas une approche linéaire, on a une approche circulaire. Donc, quand on arrive en entreprise, puis que justement, on nous pose la question, que la question de l'épuisement s'avère être là, alors déjà, avant tout, très important, nous, on travaille à différencier en prévention. C'est quoi la différence? C'est quoi une fatigue temporaire normale versus une fatigue peut-être d'épuisement? C'est vraiment de reconnaître les signaux d'alarme. Là, les RH peuvent faire beaucoup de choses en prévention. Puis là, c'est aussi notre rôle d'être préventif sur ces choses-là. Mais quand le mal est fait, là, c'est de regarder effectivement probablement que l'individu est responsable de sa situation. Mais pas que. La santé mentale, ce n'est pas qu'une histoire c'est pas que de ma faute, en fait. Ça, c'est pas... Oui, exact. Fait que c'est de regarder aussi le milieu de travail dans lequel j'évolue. Qu'est-ce qui fait que peut-être je me sens pas si reconnue, ou les relations de travail, les relations avec la hiérarchie aussi, ou alors avec mes pairs, comment est-ce qu'elles sont. Puis peut-être qu'il y a des choses à travailler dans mieux communiquer, bien communiquer. Il y a des choses aussi des fois à travailler dans la gestion du temps, l'organisation de travail, l'anticipation, la planification. Puis donc, ça veut dire qu'au final, il faut s'intéresser aussi bien à la personne, mais aussi à le système dans lequel elle bouge. Oui, ça fait beaucoup de sens. Puis je parle beaucoup dans mes épisodes de la fameuse équilibre de vie, qui est, je pense, subjectif et différent pour chaque personne. Mais je pense qu'à la base, en vieillissant, j'aime bien cette analogie-là, disons qu'on est une plateforme ou on est une maison, disons. Puis pour soutenir la maison, on a disons, 7 piliers. Fait que ça peut être famille, amis, chum, blonde, etc. Activité sociale, puis carrière, disons. Mais si tu mets tout sur ta carrière, puis que tu mets les autres de côté, tu as juste un pilier qui soutient la maison. C'est hyper dangereux avant que tout s'écroule. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire avec justement l'épuisement de travail, le burn-out? Est-ce que nécessairement c'est la même chose qu'un épuisement de travail? Je suis vraiment curieux parce que c'est des termes qu'on entend souvent. Faut-tu mélanger ça ou pas? Wow! J'ai tellement de choses à dire sur le burn-out, mais, mais j'ai en tout cas, une approche un peu différente. Mais, et écoute, pour répondre à ta question, tout simplement, oui, un épuisement, ça peut être un burn-out, déjà. Okay. Et il ne faut pas minimiser un épuisement. Même si même si on a l'impression que c'est temporaire. Vivre sur la jauge de batterie qu'on a, mettons le 20%, là, non. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons à récupérer. Fait que l'épuisement, c'est aussi... à un moment donné, peut-être qu'il y a eu un déséquilibre dans l'action et la réceptivité. Il y a beaucoup de choses qui ont été données où il y a eu beaucoup de mise en action pour essayer de compenser peut-être un milieu déjà déséquilibré à quelque part.
Et fait que là, c'est important de se ressourcer, de revenir à soi, de remonter la jauge d'énergie dans notre batterie, on va dire. Oh, ouais. Mais, fait oui, le burn-out est un épuisement. Maintenant, OK. Il faut aussi avoir une approche de flexible. C'est-à-dire que diagnostiquer un burn-out, déjà, moi, sincèrement, ça prend un médecin. C'est pas tout le monde qui peut... on peut pas se permettre de dire un tel est en burn-out, ou soi-même, on s'auto-diagnostique des fois. Non, je ne recommande vraiment pas ça. C'est vraiment d'aller voir des professionnels qui vont dire, ben là, ça ressemble quand même à un burn-out. Mais je te dirais que on peut avoir un burn-out qui peut-être peut être plus léger qu'un autre. Mais dans tous les cas, que ça soit un burn-out profond ou un terrain déjà d'épuisement, ne négligeons pas l'épuisement. Ouais. Puis, tout à l'heure, je te disais, j'ai une vision un peu différente. En fait, quand on... Justement, au travers, on parlait de la nature tout à l'heure, mais quand on regarde notre planète... D'ailleurs, Anthony, aujourd'hui, c'est le jour de la Terre, le 22 avril. Puis parlons-en un petit peu, justement. L'épuisement des ressources de notre planète, et si tu fais un parallèle avec l'épuisement des ressources humaines, de tes ressources à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu t'épuises, tu vas te rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Il y a vraiment des liens à faire. Parce que, les ressources de la planète, ben écoute, c'est go, on y va, mais à quel point on restaure cette ressource-là. Exact. Et ces ressources-là, parce qu'en plus, elle en a des tonnes. Puis l'être humain aussi, il a des tonnes de ressources. Mais à quel point aussi on l'épuise, il est épuisé, il s'épuise. Et est-ce qu'on donne assez de crédit, justement, à se ressourcer? Il y a une belle... il y a vraiment il y a un beau parallèle à comprendre là-dedans, puis que peut-être prendre soin de soi, c'est prendre soin de la Terre, et prendre soin de la Terre, c'est prendre soin de soi. Tellement. C'est parce qu'on est tellement dans une société, on sait, là, on consomme, que ce soit du contenu, des produits, peu importe, mais si on regarde au niveau affaires, c'est bien vu socialement de travailler fort. De mettre beaucoup d'heures, on a le succès qui vient avec, faire plus d'argent équivaut succès, mais souvent faire plus d'argent équivaut faire plus d'heures, tu sais, si on n'a pas une structure en place, ou tu sais, est-ce que où ça fait de juste vouloir faire plus d'argent pour juste faire vouloir plus d'argent quand tu n'as pas de but en tête. Je pense que c'est là que tu peux peut-être développer un épuisement, là, parce que tu te dis, pourquoi je fais autant d'efforts? Pour qui je fais ça? Je suis pas plus heureux, là. Tu sais, mais... Puis je vais faire un lien avec cette réalité-là. Et je trouve que notre génération, de plus en plus, c'est moins tabou de parler de l'anxiété, le stress qu'on vit. Pourquoi on vit de plus en plus, justement, de l'anxiété, de crise de panique? Personnellement, je parle d'expérience, j'en ai vécu. Pourquoi c'est une tangente, une tendance qui est plus présente dans les gens de la vingtaine, je dirais? Mais écoute, les gens de la génération de la vingtaine a vu leurs parents s'épuiser au travail. Entre autres, on vit dans une société basée sur le travail. On n'a pas le choix. Pour vivre, il faut travailler, il faut faire de l'argent. Donc, on s'identifie beaucoup au travail. Et à la profession qu'on fait. Bon, bref, ça, c'est tout... on aurait beaucoup de choses à dire au niveau sociologique sur ce point-là. Mais... moi, je suis heureuse d'entendre cette génération-là dire « ça va pas ». Mais tu sais, Anthony, je te cache pas, par exemple, dans l'équipe qu'on a, il y a différentes générations dans les professionnels qui travaillent dans la clinique. Puis, je me rends compte que pour moi, c'est un challenge de leader de travailler avec différentes générations parce que les besoins ne sont pas les mêmes, puis le rythme de travail n'est pas le même. Puis je peux te dire que, justement, la Gen Z, là, ils posent leurs pieds. Puis moi, je suis une milléniale entre les deux. Comme genre, nous, la valeur du travail, c'est important. On n'est pas des boomers, c'est différent. Mais tu sais, on a amorcé une transition dans notre génération. Mais eux, c'est plus du tout le monde de la jeune génération, le monde du travail de la jeune génération. Ça va pas du tout être le même que le nôtre qu'on connaît, que je connais, et celui que mes parents ont connu. Puis je crois qu'il faut s'y préparer. Puis j'ai pas peur de ça. Comme dans ma tête, c'est... Entreprendre, c'est ça aussi. Entreprendre, c'est penser
en avant. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va prendre soin de la santé mentale et du bien-être des gens dans le futur? Il faut regarder 5, 10. Moi, en tout cas, c'est dans ma manière de travailler, dans mes pratiques de travail, c'est comme ça que je fais. 2025, 2030, ça va ressembler à quoi de prendre soin de la santé mentale des autres? Donc, c'est aussi de regarder la Gen Z et de se dire, oh, mon Dieu, OK. Puis, on parlait tout à l'heure de se mettre en action. C'est sûr que c'est pas parce que j'entreprends en santé mentale que je ne suis pas concernée aussi par des problématiques de santé mentale et bien-être. Être entrepreneur, c'est très difficile de prendre soin de sa santé mentale. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le rythme, des fois, ne permet pas de prendre soin de soi. Alors, oui, il y a des beaux discours qui disent « Oh, moi, j'entreprends parce que, justement, ça me permet une certaine liberté. » Écoute, en démarrage, on va se le dire, là. Et où ta liberté? Voilà, c'est vraiment exactement. ça, essentiellement. Là. Et puis, il faut faire très attention parce qu'on pourrait devenir esclave de notre entreprise. C'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu à notre pré-entrevue. Oui. Je mets beaucoup l'emphase sur l'humain quand même. D'abord, nous sommes une clinique de santé mentale et bien-être. Donc, nous avons à le faire, vraiment. Ouais. Ensuite, oui, ça veut dire que des fois, comme je disais tout à l'heure, par exemple, j'ai 2 professionnels dans la clinique qui, quand ça va pas, vont me le dire, je prends pas, je peux pas prendre. C'est sûr que moi, en tant que gestionnaire de clinique, je suis comme, faut que ça soit rentable, cette affaire-là, faut que ça avance, faut que ça se développe, faut que, bon, voilà. Mais en même temps, ça vient me refléter. Je cours après quoi? Oh! Donc, c'est intéressant, OK. Vraiment, puis c'est vraiment ça vient me remettre en question aussi. Et finalement, excuse-moi, j'en reviens à la nature, mais quand tu regardes le cycle des saisons, la nature, elle est jamais pressée. Ça va se faire. Ouais. Fait que c'est aussi de s'accorder ce tempo-là de, écoute, une chose à la fois, advienne que pourra. Et puis j'ai une grande confiance en ma capacité à rebondir de par mes expériences passées, professionnelles puis personnelles. Fait que je sais que, si je pensais comme ça, peut-être qu'on va dérouter à un moment donné. C'est pas linéaire, comme on le disait tout à l'heure, d'entreprendre. Et en plus, dans notre job, on a une vision très circulaire des choses. Fait que c'est vraiment de considérer l'équipe dans son ensemble, puis ses besoins aussi, effectivement. D'innover, de s'adapter avec les gens qui travaillent autour. Oui, puis... Je pense que la génération d'en dessous va encore être plus capable de le faire que ce qu'on fait nous déjà. C'est quoi la valeur ajoutée justement d'avoir une équipe aussi diversifiée au niveau de l'âge? Là? Je suis fière de ça. Vraiment, je l'aime comme cette équipe. On a besoin de diversité pour grandir ensemble. Les apports de chacun sont merveilleux. Là. Fait que je te dis ça, mais tu sais, encore une fois, je suis en démarrage. L'équipe ensemble, enfin, je suis en démarrage après 2 ans, mais tu sais, pour absorber une croissance, ça prend, en tout cas, ça prend bien des affaires, aussi bien en termes de stratégie et de planification, mais aussi justement sur le côté humain de l'équipe. Puis j'ai encore à m'ajuster, adapter, puis l'équipe aussi est toujours en découverte et en compréhension de vers où et quoi on s'en va avec Inflorescence. Puis tu m'avais parlé justement pendant notre pré-rencontre que tu voulais avoir une croissance stable et saine, pas mettre de pression sur tes employés de performance. Je te laisse te développer là-dessus. Oui, si on va pas bien, l'entreprise ira pas bien. Hein. Je suis la première à le constater. Quand je vais pas bien, l'entreprise va pas super bien non plus. Donc... d'où l'importance, effectivement, de respecter le rythme de chacun. Fait que je dirais que je ne cours pas après je me sens presque gênée de dire ça, Anthony, parce que justement, il y a tous un peu ces a priori sur l'entrepreneuriat, comme on fait du business, on est là on fait des affaires. Faire de l'argent, on fait de l'argent. Bâtir des projets. Voilà. Et puis, en même temps, je le sais que dans mon domaine, déjà, je suis un peu pas le mouton noir, mais j'ose être en business en santé mentale et bien-être. C'est pas faire de l'argent, genre. Voilà, exact. Fait que, où est-ce que je me situe dans tout ça? Mais en tout cas, j'ai gardé vraiment des valeurs profondes de l'humain avant tout. L'humain avant tout. Mais pour ça demande, bien évidemment, une certaine anticipation financière aussi. Hein. Fait que j'ai mis la structure en place de sorte que
financièrement, pour les prochaines années, si mettons, la croissance ne se passe pas comme on aimerait, je sais que je vais pouvoir rebondir différemment ou ailleurs. Et en même temps, c'est de se remettre à jour aussi. Souvent, là, de refaire un petit checking comme « Oh, est-ce que je ne suis pas en train d'embarquer dans le cycle de l'entrepreneuriat, de croissance, de faut faire ?» Parce que des fois, je me surprends moi-même. À tomber là-dedans, effectivement. Ouais. Puis des fois, les personnes avec qui je travaille, elles aussi, je les sens comme ça, je les comprends comme ça dans ce qu'elles vivent. Et c'est pas facile à gérer. Puis à l'inverse, il y en a d'autres qui posent très bien des limites. Fait que beaucoup d'apprentissage là-dedans. On est en constant travailler avec l'humain et pour l'humain et au cœur, et mettre l'humain au cœur de son entreprise. Écoute, ça demande de la flexibilité, de l'adaptabilité. Ouais. Par contre, c'est très, très riche de sens, en expérience aussi. Et quand on laisse de la place à l'humain, donc on est dans une saine performance, mon Dieu, il s'en passe des belles choses quand même. Clairement, puis on va faire un saut bientôt dans la question au niveau des objectifs 2025, puis ta vision long terme pour la clinique. Mais je suis curieux, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te ressourcer? Je m'arrête. Je vais privilégier des activités qui sont dans la réceptivité et pas dans l'action. Donc, relaxation, méditer, marcher, c'est être réceptif à ce qui se passe autour. Je diminue aussi comment on pourrait dire, ma consommation d'écran, comme quand j'ai besoin de me ressourcer. Ça, c'est une des choses très difficiles que même moi, je combats. Là, mais... oui, et puis surtout en entrepreneuriat, on est tout le temps... c'est toujours... entre le téléphone, la tablette, puis le laptop. Exact. Fait que c'est vraiment ça, de diminuer l'écran. Puis je mets... on dirait que j'ai pris encore plus conscience de l'importance de mes liens familiaux depuis que je suis en entrepreneuriat. Vraiment, comme je comprends qu'il faut en prendre soin parce que sinon, l'entrepreneuriat va prendre toute la place dans ma vie. Puis comme on disait tout à l'heure, tu parlais des 7 piliers, des 7 fondations. Mais si je mets toute mon énergie dans l'entrepreneuriat, il n'y a plus rien qui va... Ma relation conjugale, elle va... c'est ça, mais c'est parce que je trouve qu'on est des bébites bizarres parce qu'on aime tellement ça puis on en mange qu'on pourrait juste faire de ça jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. On s'entend, mais... faut se mettre ses propres limites. C'est genre, on se force. Non, j'ai mis un temps pour moi aujourd'hui, disons, pour m'entraîner, mais je respecte ce temps-là parce que je sais que c'est bénéfique pour mon bien-être. Puis, à force de dire non pour telle opportunité, parce que c'est important pour moi. Mais, très cool. Vraiment, puis juste se rappeler qu'on est en constant apprentissage avec ça en entrepreneuriat. Je parle du fait de poser des limites, poser ses propres limites. Parlons un petit peu des objectifs de la clinique 2025 et aussi vision long terme. Là. Ça ressemble à quoi? Là? 2025, ça serait toujours d'augmenter le volume de clients individuels. OK, parfait. Et par contre, d'augmenter de développer plus de partenariats, de collaborations. Je me suis découverte une passion à travailler en partenariat. Là, je monte on a un projet de retraite de repos, mais justement de repos profond. C'est pas une retraite où on s'en va, on se lève à 6 heures du matin, on fait du yoga toute la journée. Non, c'est vraiment une retraite où tu viens, tu déposes ton téléphone, puis écoute, on est là on va te créer l'espace pour que tu puisses vraiment déconnecter et te sentir ressourcé, là, tu sais. Parce que, en tout cas... On pourrait en parler longtemps, c'est génial, mais tout ça pour dire que... Et ce projet-là, je le fais en collaboration avec une autre entrepreneur. Nice. Et j'adore, en fait, travailler en collaboration. Fait que j'aurai l'ouverture avec la clinique de peut-être ouvrir nos projets à d'autres entrepreneurs. J'adore. Puis justement... on pourra en parler parce qu'à la fin de l'entrevue, je propose toujours de faire un part 2 dans 6 mois. Donc, je vais pouvoir te répéter ça tantôt. Parlons maintenant d'une des dernières questions que je pose à la fin de mes entrevues, qui est étant que actuellement, en 2025, ça serait quoi ta vision du succès? Tu peux mélanger le professionnel, le personnel. Comment tu décrirais ton succès à toi? Un équilibre vie pro, vie perso. Wow. Et j'aimerais que l'entrepreneuriat dévore un peu moins, grignote un peu moins sur mes temps personnels. C'est quelque chose qu'on travaille et qu'on prône
en entreprise, dans nos ateliers de promotion de la santé mentale. Je préfère parler de promotion plus que de prévention de la santé mentale, parce que prévenir, c'est comme, on sait qu'il y a un mal qui est déjà là, mais promouvoir la santé mentale, c'est comme déjà la considérer, l'intégrer dans les valeurs de l'entreprise, mettons. Et alors, je te dis ça, et malgré tout, moi, dans la forme organisationnelle de mon entreprise actuelle, ben, des fois, quand même, j'ai à ralentir, comme on disait tout à l'heure, à refaire un petit check-up et se dire, donc, je dirais qu'un bel équilibre. J'aspire, 2025, la vision du succès, c'est de vraiment stabiliser cet équilibre vie pro, vie perso. J'adore. Ben, excellente réponse. Puis ça fait un lien maintenant à la dernière question. Pour l'audience, tu as quel âge, Flore? Je vais... 25, 26? Écoute, je vais prendre 40 ans le mois prochain. Je te le dis, garantis, les gens qui ne connaissaient pas ton âge, tu fais pas ton âge du tout. Mais j'ai amené cette question-là. Disons que c'était ton podcast aujourd'hui, OK? Puis tu avais la chance de t'interviewer une version de toi-même de 25 ans. Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que tu te conseillerais? Wow, écoute, quand j'avais ma vingtaine, là... D'abord, je remercie la fille que j'étais dans ma vingtaine parce que ma vingtaine m'a énormément ouverte sur le monde. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger. La vingtaine a nourri mes valeurs et aussi l'éducation que j'ai eue de ma famille. Comme ma vingtaine a permis d'aller chercher d'autres manières d'être et de faire, en tout cas. Fait que j'ai beaucoup de gratitude pour cette période-là. Wow. Toutefois, j'étais quand même une fille, je dirais plus qu'une femme. On devient, dans ma conception, femme peut-être plus à 30 ans, mettons, que je me suis sentie plus femme dans ces âges-là. Mais j'étais une jeune fille très active, tout le temps dans l'action. Ça m'a énormément apporté. Mais je ne me suis pas assez reposée, moi, dans ma vingtaine. Clairement, j'avais une vision 360 là, de tout ce que j'avais envie de faire et tout ce qui était possible de faire. Ouais. J'étais très, très, très curieuse. Je dévorais plein de choses, de livres, de conférences, d'expériences. Et fait qu'aujourd'hui, je dirais à la jeune fille de 20 ans que j'étais... d'être plus en réceptivité, d'être moins dans l'action, de trouver l'équilibre entre action et réceptivité, vraiment. C'est important. Comme on le disait tout à l'heure, il faut réalimenter son écosystème. Je parlais de batterie, mais je trouve que l'écosystème, c'est plus représentatif. Il faut remettre un peu d'énergie, de vitamines là-dedans, de minéraux. Puis ça, j'ai beaucoup donné, je pense... puis j'avais soif d'apprendre, donc j'en ai beaucoup fait. Fait que je dirais que aujourd'hui, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'habite à 40 ans, je préfère être que de faire. Et l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup faire. Fait que je suis challengée dans mes valeurs en ce moment. Il y a une confrontation peut-être qui se passe. Mais j'aime ça parce que ça me permet de travailler toute cette subtilité-là, de l'équilibre entre être et faire. Wow. Ouais. Ben, Flore, ça a été plus qu'un plaisir de discuter avec toi. Est-ce que tu as aimé ton expérience? Oui! Ça a été génial. Je reviens quand tu veux ici. Ben, comme je te disais il y a quelques minutes, on fait toujours une deuxième partie à l'épisode dans 6 mois, savoir, what's new, qu'est-ce qui s'est passé, les nouveautés de ton projet justement de retraite. On va pouvoir en parler. Si c'est un intérêt pour toi, moi, je t'accueille n'importe quand. N'importe quand. Avec plaisir. Merci pour la belle ouverture, en tout cas. Of course. Dernière petite question pour toi. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut prendre contact avec la clinique? Oui. Écoute, on a notre site Internet avec un formulaire de contact, donc www.cliniqueinflorescence.com. On est aussi sur les réseaux. Vous allez nous retrouver sur Instagram et Facebook pour plus l'aspect B2C. Et après, B2B, on est clairement très actifs sur LinkedIn. Ben, écoute, merci beaucoup, puis on se revoit dans 6 mois. Oui, merci Anthony. À bientôt. À bientôt. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là, donc merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous
est gratuit. Il va rester gratuit, ça c'est important, notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.